Fils d'ambassadeur, il suit durant son enfance les affectations de son père en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Nigeria. Plus tard, dans le cadre de ses études supérieures, il part pour la France pour suivre un troisième cycle en physiologie végétale. C'est par un hasard de la vie qu'il monte sur scène et décide de devenir artiste humoriste, abandonnant ici une carrière scientifique. Il monte un premier spectacle en France, Maman malmène les mots, où il parle de la vision du monde d'un jeune africain, citoyen du monde. Mondialisation, immigration, langue française, démocratie, tous les sujets sont bons pour cet artiste qui fustige les injustices de ce monde. En 2006, il intègre le Channel Comedy Club, dont il fera la première saison. Il participe ensuite aux émissions de Laurent Ruquier en tant que chroniqueur. On a tout essayé sur France 2 et on va se gêner sur Europe 1, également sur Africa Radio. Il présente le journal de Maman chaque matin, une revue satirique de l'actualité. C'est pratiquement en 2008 que sa carrière prend un nouveau tournant, c'est lui du retour en Afrique. Il devient chroniqueur sur Radio France Internationale et fait découvrir aux 30 millions d'auditeurs quotidiens son monde imaginaire par le lien d'une chronique, celle de la République très démocratique du Gondwana. Mesdames et messieurs, vous allez imaginer de qui il s'agit. Aujourd'hui, nous recevons Maman. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Comment tu vas? Au Gondwana, on va toujours très bien. Très bien. Le président qui va très bien, le peuple se débrouille. D'accord. Alors, Maman, juste un petit détail de ton CV. Il est tellement long, grand, que j'ai une personnalité. Hein. C'est les gens qui doivent me dire ce que je suis. Sinon, moi, je suis juste un citoyen africain en colère qui est toujours révolté par ce qu'il voit de son continent. Et c'est à dessein que je dis continent parce que je ne me vois pas uniquement comme Nigérien ou Ivoirien ou Nigérian ou Camerounais, c'est tout le continent et au-delà tout être humain. Et donc toute injustice me révolte et c'est ce qui me donne cette inspiration tous les jours de faire la chronique, de faire des séries, de faire des spectacles. C'est la réponse que je donne tout le temps aux gens quand ils me disent mais comment tu fais toujours pour avoir de l'inspiration pour faire tous les jours? C'est la colère. C'est la colère de l'actualité de la vie que j'entends tout le temps, de ce que deviennent les gens, des terroristes qui attaquent tout un village pour tuer tout le monde, du manque d'ambulances, de services de secours en Afrique, du manque de soins, du manque d'éducation, du fait que des jeunes Africains sont obligés de quitter leur village pour venir à la capitale ou quitter la capitale pour aller se noyer dans la Méditerranée. C'est tout ça qui m'énerve et qui me donne toujours de l'inspiration. D'accord. Alors, on a l'impression que tes chroniques sur RFI sont plus ou moins portées sur l'Afrique. C'est quoi? C'est le mal de l'Afrique que tu exprimes ici. Je suis africain. Donc, on ne va pas reprocher à un Chinois de faire des chroniques sur la Chine ou un Brésilien de faire des chroniques sur le Brésil. Mais toujours, nous les Africains, on veut nous obliger de parler du monde entier, alors que le monde entier, le reste du monde ne s'intéresse pas à nous. Voilà. Et donc, en tant qu'Africain, ce qui me tient à cœur, c'est le devenir de mon continent. Je ne me désintéresse pas de ce qui se passe dans le monde, mais on le dit tout le temps, c'est Kateb Yassine qui l'a dit, l'écrivain algérien, c'est l'avantage d'être une minorité, c'est qu'on est ouvert au monde. Parce que quand on domine le monde, on ne se préoccupe pas du reste du monde. Les Américains aujourd'hui s'en foutent de nous. Un Américain, lui, il peut passer toute sa vie sans passeport, sans sortir, sans voyager. Il se dit, je vais en Californie, je vais en Texas, ça me suffit. Alors que nous, on a tout le temps le regard vers la France, vers les États-Unis, et c'est un avantage, c'est une richesse. Aujourd'hui, un Africain, vous, moi, celui qui est en train de nous filmer, ceux qui nous regardent, on est au minimum, chaque Africain est au minimum bilingue.
bien sûr. On parle la langue de notre papa, la langue de notre maman, on parle le français, on parle anglais, on parle des langues de nos voisins. Donc on est au minimum bilingue. Mais le reste du monde, pour lui, c'est pas être bilingue. Parler une langue africaine, déjà, c'est pas une langue, ils disent que c'est un dialecte. D'accord. Alors, Maman, comme nous sommes en train de parler de l'Afrique aujourd'hui, comment est-ce que tu vois l'avenir de l'Afrique par rapport à tout ce que nous subissons, le terrorisme, tous ces jeunes qui chaque jour sont obligés de traverser la Méditerranée au péril de leur vie et tout ça. Mais est-ce que tu penses que l'Afrique a un avenir? L'Afrique a un avenir et cet avenir, il est là, il est dans nos mains, dans les mains des Africains, dans les mains des Africains de la diaspora, dans les mains des Africains qui vivent en Afrique. Moi, j'ai fait plus de 20 ans en France. Et un jour, j'ai décidé, depuis tout le temps, j'avais cette idée de faire ma carrière en Afrique. Et là, je suis rentré en Afrique depuis plus de 10 ans. Les gens ne le savent pas, les gens pensent que je suis... Ah oui, effectivement, même ce matin, quand j'ai écouté la rubrique, je me suis dit, attends, avec ça commence toujours par... Bonjour maman. Bonjour maman, et je réponds. Oui, parce qu'on a des moyens technologiques, souvent de faire du direct. Des fois, je suis à Paris en studio et des fois, on peut faire du faux direct. Donc, aujourd'hui, avec les moyens numériques, on n'a plus besoin d'être sur place. Et donc, pour revenir à votre question, l'avenir de l'Afrique est entre nos mains, nous, les Africains. Le reste du monde ne va pas nous développer. Hein. Général de Gaulle disait, un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts. Il faut qu'on se le dise, on n'a pas d'amis. Les autres pays, ils regardent l'Afrique comme un frigo. Ah oui. On ouvre un frigo que quand on a besoin de manger quelque chose. Et bien, les gens, ils voient l'Afrique comme un frigo. Il faut qu'on se le dise, et nous, on est dans le frigo. Donc, il ne faut pas qu'on perde de vue que l'intérêt des Africains, c'est les Africains qui peuvent le résoudre. D'accord, mais comment est-ce que tu vois la mentalité, la manière de gouverner de nos dirigeants africains qui, pour moi, mettent même l'Afrique en retard? Oui. Avec ces histoires de 3e, 4e, 5e, 10e mandat, les présidents qui sont à la vie et pendant ce temps. C'est ce que j'ai dit, c'est à nous de nous battre pour ça. Aujourd'hui, le peuple guinéen se bat. Le peuple guinéen, il se fait tuer, il se fait tirer dessus, mais il se bat. On a vu les Maliens se soulever contre les soldats de Moussa Traoré. On a vu les Nigériens, les étudiants nigériens se soulever pour réclamer la démocratie et se faire tuer. On a vu des peuples entiers se soulever. On nous dit aujourd'hui, ouais, le printemps africain, mais nous, on a fait les conférences nationales dans les années 90. Hein. Le printemps africain, il a eu lieu il y a longtemps. Même si en Afrique, il n'y a pas de printemps, il y a saison sèche, saison des pluies. Mais nous, la démocratie, c'est pas un bouton, on appuie à la démocratie. Hein. On nous a parlé du printemps arabe, qu'est-ce qu'il en est? Les peuples se sont soulevés au Soudan, en Égypte, en Algérie, mais c'est l'armée qui a gagné. Aujourd'hui, c'est le général Sissi qui est en Égypte, c'est un général qui est au Soudan, c'est un général qui est en Algérie. Donc, c'est un apprentissage à longue durée. Et nos présidents, nos dirigeants qui pensent qu'à leur poche et à leurs proches, au lieu de penser à nous, le peuple. Donc, on doit se battre, on doit être vigilant. Mais je suis optimiste parce que quand on regarde l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de pays qui ont de la démocratie. La Côte d'Ivoire, je crois que disent les Ivoiriens qui sont toujours en train de se plaindre, le Niger, le Bénin, le Mali, le Sénégal, le Cap-Vert, il y a le Burkina, de toute façon j'allais oublier le Burkina, le Mali. Et donc la démocratie est en train de s'installer. C'est l'Afrique centrale qui est un peu en retard aujourd'hui, c'est là-bas qu'on trouve encore des présidents fondateurs. D'accord. Alors, moi, essayer quand même de jeter un regard sur les pays anglophones, les pays francophones. Oui. Comment est-ce que tu vois, toi qui parcours un peu toute l'Afrique, comment est-ce que tu vois la vie des pays dans les pays anglophones et celle des pays francophones, surtout aussi au niveau de la démocratie et la gérance de ces présidents? On a tendance, quand on compare comme ça de loin, de notre côté, nous les pays francophones, on a tendance à envier un peu ce qui se passe dans les pays anglophones. Mais quand on est là-bas, eux, ils ont tendance à nous envier aussi. Oui, même au niveau de l'histoire, au niveau de la colonisation, on dit, ouais, eux, c'était une direct rule, nous, c'était la colonisation directe, et puis on les envie. Mais eux, au Kenya, par exemple, ils vont se dire, oui, la colonisation britannique a été très féroce, contrairement à la colonisation chez les francophones. Donc tout est relatif. Mais quand on regarde par exemple le Ghana c'est un exemple à suivre. Oui, c'est un exemple à suivre. Mais le Ghana, quand on regarde, quand
général Rawlings est venu. Il a fusillé toute une génération. Hein, il a fusillé toute une génération, il a coupé les mauvaises herbes et c'est reparti. Donc, mais quand on regarde le Nigeria, bon, au niveau politique, au niveau démocratie, c'est pas très enviable, même si c'est une démocratie, ils votent. Ah ben oui, au Nigeria, il y a aujourd'hui Obasanjo, ancien président, Goodluck, ancien président, il y en a une autre qui est décédée, mais il y a déjà 2 anciens présidents. Il n'y a pas beaucoup de pays où on a des anciens présidents qui sont là et qui sont tranquilles. Le plus souvent, voilà. Ils sont en prison ou ils sont toujours au pouvoir. Ils sont au pouvoir, voilà. Ils sont tués. On les tue avant de prendre le pouvoir. C'est ça. C'est quand même du programme. Alors, pour revenir à la différence entre les pays anglophones et les pays francophones, il y a du bon et du moins bon. Il faut regarder devant et aller s'inspirer les uns et des autres, s'inspirer du Ghana, s'inspirer de l'Afrique du Sud sur certains aspects, s'inspirer du Kenya sur certains aspects, mais s'inspirer de la Côte d'Ivoire, s'inspirer du Niger, s'inspirer du Mali, du Sénégal. Donc allons-y quoi. D'accord. Alors maman, tous ceux qui nous suivent, je vous dis que nous recevons aujourd'hui, bon, je peux vous dire quelque chose là-dessus, parce que là, maman, vous savez. Maman, je vais tout de suite te poser une question. Pourquoi est-ce que tu t'es défini humoriste, comédien Oui, j'ai plusieurs casquettes parce que pour délivrer ce message-là, cette mission que j'ai, il faut plusieurs casquettes. Je fais de la télé, je fais de la radio, je fais de la scène, mais en même temps j'écris des séries, je suis producteur, j'ai ouvert ma société de production en 2012 à Abidjan, c'est une société de droit ivoirien. On va parler. Voilà, qui est là ici. Donc un homme ne se définit pas avec une seule casquette. Un homme déjà on est père de famille, donc il y a des gens qui nous appellent papa. On est frère, il y a des gens qui nous appellent mon frère, mon petit frère, mon grand frère, il y a des amis qui nous appellent amis, il y a des collègues de bureau, des supérieurs, des gens qui sont plus bas. Donc on a plusieurs casquettes et un artiste, on a cette chance-là de pouvoir vraiment faire tout ce qu'on veut et il faut en profiter. C'est ce message que je dis à tous les artistes. Vous avez la liberté aujourd'hui, la chance, l'opportunité d'avoir un horizon ouvert. Donc, prenez-le. Tout à l'heure, quand on essayait d'ouvrir une lucarne sur ton CV, on a vu que tu es un fils d'ambassadeur, tu as parcouru un peu par rapport aux réalisations de ton père, l'Afrique, et j'ai été quand même marqué par le 3e cycle que tu partais faire en physiologie végétale. Attends, pourquoi est-ce qu'on m'a donné cette carrière qui, pour moi, sera plus encore fulgurante et de devenir humoriste? Attends, je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais moi non plus. Parce que je pars d'une définition où dans la vie, il faut suivre son destin. Ah oui. Quand il est arrivé, voilà, j'ai sauté dedans, je suis parti, et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je suis heureux dans ce que je fais. Je me dis, le Niger a perdu un scientifique, mais il a gagné un comédien. Avec une charge supplémentaire que je me mets, c'est de rendre ce que mon pays m'a donné. Donc, faire parler en bien de mon pays, et puis lui rendre dans certaines choses que je veux faire, des projets que j'ai au Niger. Donc, la carrière de physiologiste, oui, c'était pas mon destin. Voilà. Alors, à t'entendre, je suis venu que tout simplement que je ne veux pas dire que tu es bien nanti, mais tu ne regrettes pas, comme tu viens de le dire, être humoriste aujourd'hui, si tu suis le plan international, ça paie. Non, c'est pas tellement question d'argent. Je ne veux pas être hypocrite en disant l'argent, oui, non, moi je ne fais pas ça pour l'argent. L'argent, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des charges, et c'est l'argent, c'est que par l'argent. Donc voilà, donc on a besoin d'argent, vous ne me prenez pas. Mais il y a le bonheur personnel dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, peu de gens ont la chance de dire qu'ils sont heureux dans leur travail, qu'ils sont heureux de faire le travail qu'ils font. La plupart des gens font ça, c'est juste pour le salaire et c'est difficile, on n'a pas choisi ce métier. Et voilà, donc j'ai la chance de faire ce métier, j'ai la chance, pas d'avoir choisi, mais d'avoir été choisi par le destin et faire ça. Et donc le bonheur que me donnent les gens, les spectateurs, les téléspectateurs, il faut que je leur redonne 10 000 fois, 20 000 fois. D'accord. Alors, maman,
Dis-nous un peu comment est-ce que s'est passée la rencontre avec ces humoristes ivoiriens tels que Boum, Digo Cravate et tous ceux qui défilent plus souvent sur Chiche au plateau pour cette émission. Oui. Alors, on s'est rencontrés, j'ai commencé ma carrière d'humoriste en France, par hasard, comme je l'avais dit dans le préambule, et donc, mais avec toujours en tête de venir en Afrique exercer mon métier. Parce que dans mon premier spectacle, je parlais de l'immigration, de la mondialisation, de la francophonie, c'est la vision du monde d'un jeune Africain qui vit en France, mais qui a vécu en Afrique aussi. Quand je parle des problèmes de l'Afrique, des problèmes de malgouvernance en Afrique, de manque de démocratie, de soins, quand je parle de ça devant un public français à Paris, ils sont à fond avec moi. Mais quand ils sortent de la salle, ils se retrouvent dans le confort de la vie parisienne. Il y a le métro, les routes sont bien faites, ils arrivent chez eux, ils appuient sur le bouton, il y a l'électricité, il n'y a pas de délestage, les magasins sont pleins. Tout le confort qu'on n'a pas ici. Mais ils ont compati avec moi dans le spectacle. Quand je fais le même spectacle en Afrique, devant un public qui vit ça au jour le jour, l'effet est encore plus fort. L'impact est encore plus fort, puisque les gens le vivent dans leur quotidien et ils sont reconnaissants. Et ça fait un peu avancer les choses. Les chroniques que je fais, c'est la même chose. Je suis écouté par le peuple, mais je suis écouté par les dirigeants aussi. Voilà. Et donc le Gondwana est entré dans la tête des gens. Donc les gens... Dis-moi, oui, est-ce que tu es arrivé une fois d'avoir été appelé par un dirigeant africain? Non. Mais c'est plein ou bien, mais tu es félicité? Je sais qu'il y en a qui se sont plaints, mais au niveau de la direction, de RFI, je suis protégé, c'est jamais revenu vers moi. J'ai eu des échos indirects, mais la plupart du temps, sinon, comment dire, tout le temps que je rencontre des ministres, des présidents, des chefs d'État, c'est toujours pour me féliciter, toujours pour me dire, parce que c'est des êtres humains, et souvent ils sont pris dans un engrenage de pouvoir, mais ils me félicitent, c'est très bien ce que tu fais, etc., etc. Je ne suis pas dupe, certains, c'est juste pour me dire que le Gondwana, là, c'est pas eux. D'accord. Alors, maintenant, nous allons terminer sur la dernière rubrique. Aujourd'hui, quels sont tes projets qui concernent ce vaste cadre que tu as choisi, qu'est l'humour? Tu as des projets pour les jeunes humoristes aujourd'hui en Afrique? Oui, j'ai beaucoup de projets. En venant créer le Gondwana, Gondwana City Production ici, Côte d'Ivoire et en Afrique, c'était pour vraiment structurer le monde de l'humour, où les humoristes n'étaient pas considérés, ils faisaient que des combos à gauche, à droite. Aujourd'hui, grâce au Gondwana qui est venu à Abidjan, la plupart des humoristes aujourd'hui, leur carrière qui était en train de mourir, s'est réveillée. Aujourd'hui, les humoristes sont demandés partout en Afrique. Des gens comme Gourou, Tipeux, Magnifique et tous les autres. S'ils sont demandés autant, Boukari, s'ils sont demandés autant en Afrique, c'est grâce au Parlement du Rire, c'est grâce à cette exposition, Abidjan, capitale du Rire, du Gondwana. Et donc, le projet que j'ai, c'est de préparer la future génération, de les former. Et donc, j'ai un projet d'une grande école de comédie à Niamey, une école vraiment régionale, continentale, qui va accueillir tous les comédiens. On va former des comédiens, on va former des techniciens son lumière dans le monde du spectacle, des conteurs, des slameurs, pas seulement en français, mais dans des langues africaines. Le Hausa, le Mandingue, le Lingala, toutes les langues, et ça va être à Niamey. Donc je suis dessus. Là, ce matin, j'étais en rendez-vous avec Bienvenue Neba, tout le monde connaît, voilà, qui veut partager son expérience avec moi, qui m'a dit « Je suis avec toi, c'est une très bonne idée ». Donc j'ai la bénédiction de tous ces aînés-là. Alors, maman, a des questions. Pour ce qui concerne le Parlement du Rire, les jeunes, comment est-ce qu'ils intègrent le Parlement du Rire? C'est ouvert à tout le monde, le Parlement du Rire. Ils le savent tous, ils vont sur les réseaux sociaux, sur notre site République du Gondwana. Ils envoient juste leur sketch accompagné de vidéos à l'adresse parlementdurire@gondwanacity.com, tout en minuscule. On peut retrouver ça partout sur les réseaux sociaux, c'est pas compliqué. Donc on reçoit des mails de Centrafrique, du Congo, du Tchad, du Niger, de partout pour participer au Parlement du Rire. C'est la maison de tout le monde, c'est ce que je leur dis. J'ai ouvert un comédie club ici à Abidjan, à l'hôtel Pullman, tous les vendredis, voilà, où on peut voir du spectacle en live. Voilà. Chaque semaine.
Parce que Abidjan, c'est la capitale du rire. Abidjan, il y a beaucoup d'humoristes, mais quand on veut voir un spectacle d'humoristes, il faut aller sur YouTube. Donc là, on a ouvert ce comédie club où les gens peuvent venir tous les vendredis à Montpellier. Maman, Oui. dernier mot. Dernier mot, c'est sortez, allez voir des spectacles, soutenez les humoristes. Ils parlent de vous, ils parlent pour vous faire rire, et ils parlent de nos problèmes. Je ferme ma télé. Aujourd'hui s'arrête là, on peut le dire, avec un invité qui n'est pas le moindre. Il s'agit d'une personnalité qui est plus représentée internationale, qui est TV sur plusieurs chaînes à travers le monde. Maman, merci et Merci. à très bientôt. Merci. Tu vas à Paris bientôt? Oui, un peu partout. Mais je me méfie du corona de deux ans. Non, On n'a pas ça ici. On n'a pas ça ici. Il ne peut pas venir. On ne lui a pas donné le visa, le corona.